Ce que les sports de combat m'ont appris et comment ça a changé ma vie. Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Zone 51. Vous avez vu, je suis ultra productif en ce moment. Je me suis posé. Petit ordi, je vous ai fait un long script aujourd'hui. J'ai vraiment beaucoup bossé sur le contenu. J'espère que ça va vous plaire parce que ça va être un sujet, comme vous avez pu l'entendre sur la première phrase que j'ai dit, particulier, qui ne va pas forcément parler à tout le monde, mais justement, j'ai essayé de faire en sorte que tout le monde se reconnaisse plus ou moins dedans ou puisse en tirer des conclusions intéressantes et pertinentes à implémenter dans sa vie. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Je vais évidemment vous parler des sports de combat qui, pour moi, sont une véritable école de vie et qui m'ont forgé parce que je viens de là et je me définis entre autres par ça. Vous avez bien vu, les tatouages japonais, tout ce qui s'ensuit, Vegeta, bon Vegeta un peu... Vegeta Donald Trump, quoi. Hein. Vous avez vu le délire. Les amis de One Piece, avec surtout mon préf, Zoro. Bon, je kiffe Luffy aussi, mais bon, bref. Voilà, vous avez vu Zoro ici aussi. Que mon pote Thomas m'a ramené du Japon. Incroyable. Thomas, si tu m'écoutes, je sais que tu es un écouteur, un auditeur assidu de Zone 51. Bref, je commence à partir en couille, les amis. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez kiffé les précédents épisodes. Vous m'avez laissé beaucoup de Al Capote en commentaire sur l'épisode sur... C'était sur quoi déjà? C'était sur quoi? C'était sur l'organisation, ouais, le deep work, etc. Vous avez l'air d'avoir kiffé le retour, donc tant mieux. J'espère que celui-ci va vous satisfaire aussi et va régaler vos oreilles et vous aider surtout à faire des choses un peu plus choisies dans la vie. Bref, on va rentrer directement dans le vif du sujet après cette courte introduction. On va parler des sports de combat et pourquoi ça a été pour moi et potentiellement pour vous une véritable école de vie. Je prends mon petit café comme d'habitude. Même s'il est 16 h et notre ami Vincent Foulonneau, je ne sais pas si vous connaissez Vincent, mais c'est un spécialiste du sommeil et du vieillissement, qui nous a fait une conférence pour tous les kinés de training thérapie qui bossent avec nous depuis pas mal de temps, ont pu assister à ça, ils lui ont posé leurs questions, etc. C'était vraiment top et il nous a dit que la demi-vie du café, c'était aux alentours de 6 h, donc 16 h, là ça veut dire demi-vie de 22 h. Pas ouf, mais bon, j'en ai bu qu'un aujourd'hui, donc je me prends mon deuxième là et je vais retourner m'entraîner. Je me suis entraîné ce matin. Deuxième entraînement de la journée tout à l'heure. Il va falloir que je sois chaud. J'ai pas besoin de café pour être chaud normalement, mais voilà. Bon bref, c'est mon petit plaisir personnel. Je suis pas parfait. Voilà quoi, c'est la vie. Ok, arrêtez de me juger. Du coup, les amis, quand je pense au sport de combat, c'est pas seulement des souvenirs d'entraînement épuisants hein, ou des compétitions stressantes le dimanche matin à Trappes, dédicace à Fouini Babe. Fouini Babe, ok, si tu m'entends, Fouini Babe, il n'y a pas que les souvenirs à Trappes qui me reviennent. Les sports de combat, pour moi, c'est tout un univers de valeurs, de leçons et de transformations personnelles, aussi bien physiques que mentales, évidemment. Au niveau physique, je passais de tout à rien et à tout. Hein. J'ai été un mec maigre, un skinny fat, un gros, un mec solide, un mec solide un peu gros, un mec bien affûté. Franchement, j'ai tout fait. Et s'il y a un défaut des sports de combat, je vais commencer par un défaut, après je ne donnerai pas de défaut. C'est évidemment les catégories de poids qui te rendent zinzin quand tu es petit et après ça devient un petit peu n'importe quoi au niveau de la sensibilité à l'insuline pour certains, comme moi. Mais bon, aujourd'hui ça va, je me porte pas trop mal normalement. Bref, pendant plus de 15 ans, j'ai l'impression que c'est depuis que je marche, j'ai fait du judo, j'ai été sur le tatami à pratiquer le judo. J'ai commencé le judo en même temps que je suis rentré à l'école, j'ai l'impression. Moi, c'est mes souvenirs et j'ai fait du judo parce que mon père faisait du judo. Donc on est déjà dans des espèces d'injonctions ou des trucs de famille. Fais ça parce que ton père fait ça. Et en réalité, heureusement que j'ai fait du judo parce qu'en moi, j'ai un truc que c'est difficile à expliquer. Hein. On n'est pas énormément à avoir ça dans la société moderne, mais j'aime l'affrontement, j'adore ça. J'aime ça. J'aime pas du tout la violence, on va y venir après. Je déteste la violence gratuite et la violence de la société. Vraiment, ça me répugne. Mais j'aime me taper avec quelqu'un. Je sais pas comment expliquer, mais j'adore ça. Comme il y en a qui aiment jouer, j'adore jouer aussi. Je suis un grand joueur, un grand fan de compétition. Dès qu'on joue à des jeux de société, des trucs comme ça, je veux pas forcément gagner, mais je veux jouer. J'adore ça. Mais j'aime taper, quoi. J'aime taper, être au contact, mettre des coups, essayer de retourner, etc. Si je pouvais faire ça toute la journée, franchement, je serais la personne la plus heureuse du monde. Le temps passe tellement vite quand je fais ça. Bref,
Heureusement que j'ai fait du judo, parce que mon père faisait du judo, donc voilà d'où vient cette pratique sportive. Attention, on va parler d'autres sports que le judo après. Et il y a certains d'entre vous qui se prennent pour Charles Oliveira, pardon, qui vont me dire « Ouais, mais le judo, c'est pas vraiment un sport de combat, etc. » Oui, oui, vous avez regardé 3 UFC et vous vous croyez chaud. Hop, front kick. Plus tard d'ailleurs, j'ai fait du MMA, à une époque où c'était considéré comme marginal et même c'était interdit, je reviendrai là-dessus aussi. Et j'ai aussi fait de la lutte, qui est un sport que j'ai abordé un petit peu plus, en étant un petit peu plus détendu, parce qu'en fait c'était un peu en dilettante. Le but c'était juste de frotter ma tête aux autres, c'était pas spécialement de faire des compétitions de lutte, etc. Mais ça m'apportait aussi des enseignements, parce que c'était un âge bien plus différent que le moment où j'ai fait du judo. Donc dans cet épisode, je vais te partager les expériences que j'ai appris à travers les sports de combat. On va travailler évidemment on va parler, pardon. Il me faut une autre gorgée. On va parler de travail, on va parler de discipline, on va parler d'humilité, de contrôle de soi. Mais on va aussi parler des moments de doute, d'injustice et de remise en question. Et surtout, je vais te montrer comment ces leçons, elles peuvent s'appliquer au-delà des tatamis, dans notre vie professionnelle et dans notre vie personnelle. Parce que pour moi, c'est ça le plus important. Donc, je vais te parler d'abord du judo avec une rigueur qui était vraiment militaire dans le club où j'étais. Quand j'ai commencé le judo, j'étais vraiment loin d'imaginer l'impact que ce sport il allait avoir sur ma vie. Donc comme je t'ai dit, j'ai fait pendant plus de 15 ans dans un très grand club où la compétition elle était très très rude. On était bercé à la compétition. Si tu faisais pas de compétition, bah fallait que tu ailles niquer ta race ailleurs, quoi. Mais je vais dire normal, mais ça peut paraître dur, mais pour moi c'est normal quand même quand tu es petit et quand tu as un temps qui est quand même assez infini, entre guillemets, tu finis à 16h30 l'école, de te frotter à la compétition, ne serait-ce qu'à l'entraînement et si possible en vraie compétition contre d'autres clubs, d'autres adversaires, etc. Et en réalité, petit à petit, je me suis situé dans le groupe des bons, mais honnêtement, j'étais le plus mauvais des bons. En gros, j'étais le plus nul des mecs chauds. C'était pas vraiment glorieux sur le papier, mais c'était formateur. Et en fait, j'ai jamais été talentueux. Moi, j'ai du talent pour rien dans la vie, franchement, à part l'empathie, qui est un talent naturel. Parce que oui, je suis empathique, malgré tout ce qu'on peut voir avec ce t-shirt Metallica. J'ai pas vraiment de talent. Je suis un bourreau de travail, vous l'avez bien compris, mais j'ai pas de talent inné. Si j'avais eu le talent plus le travail que j'ai eu pendant ces années, je pense que j'aurais été encore meilleur, et tant mieux, ça aurait été cool. Mais le fait de ne pas avoir de talent, ça m'a aussi forgé. Et en fait, chaque entraînement, en vrai, c'est une vraie baston contre tes adversaires, qui, on le verra au final, sont surtout tes coéquipiers. Mais le plus dur, en réalité, dans cette bagarre, c'est de se battre contre soi-même. Ce club, c'était le club de Sartrouville, pour ceux qui connaissent la grande époque, c'était vraiment un club à champions, pour de vrai, et l'ambiance, elle était, comme j'ai dit, presque militaire, avec notre fameux entraîneur Michel. S'il y en a qui se rappellent de Michel, les amis, enfin, si vous avez fait du judo à Sartrouville, vous devez connaître Michel. Si vous avez fait du judo en Ile-de-France, vous devez connaître Michel Novak. Si vous avez fait du judo en France et que vous êtes intéressé au judo, vu qu'il a été médaillé olympique, normalement, vous le connaissez. Bref, Michel, ça rigolait pas, c'était beaucoup sur le physique, un peu moins sur la technique, même si évidemment on travaillait technique. Et c'était beaucoup sur le mental en fait. Donc à 8 ans, et encore je dis 8 ans mais c'était peut-être plus petit, si tu bavardais mon gars t'étais mort. T'étais mort, t'allais au coin, et c'était des grands cours, on était beaucoup, on était quasi une centaine, au coin devant tous les darons, tu tapais des pompes, non-stop. Tu faisais des pompes, pompe, 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 jusqu'à ce que tu sois mort, et que du coup t'es plus en capacité d'ouvrir ta gueule, et tu réintègres le groupe, et du coup, vu que t'es cuit, tu te fais défoncer, etc., etc. Ça peut paraître barbare, il y avait certains parents qui n'aimaient pas du tout ça d'ailleurs, mais en réalité, c'était extrêmement formateur. Donc, ponctualité, respect, discipline, tout était cadré. Si tu faisais un pas de travers, tu étais repris immédiatement. Ça peut paraître dur dit comme ça, mais en fait, cette rigueur, moi, personnellement, elle m'a forgé, elle m'a appris à être constant. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi dans la vie, la constance. Et ne jamais s'échapper sur un truc, parce que pour moi, si tu mets le doigt dans l'engrenage de l'échappade, je vais appeler ça comme ça, t'es foutu. Ça m'a appris à toujours chercher à m'améliorer, parfois à m'en rendre fou, à chercher l'amélioration constante. Même quand tu as l'impression de stagner, même de régresser, tu continues à faire le taf parce que tu te dis les jours d'après vont être meilleurs, je vais avoir le fruit de mon travail. Parce qu'en soi, oui, aller sur le tatami tous les soirs, quasiment tous les soirs, c'est dur. Enfin, c'est plaisant parce que tu kiffes ça en vrai, mais te foutre des grosses boîtes, ça fait mal physiquement. Et si tu es en hiver comme là actuellement, là il fait 8 degrés là où je suis, c'est encore pire. Parce que tu es là, tu as froid, tu mets un petit legging en dessous, petit t-shirt, tu mets du temps à t'échauffer, le contact il est dur, c'est rugueux, tu as mal aux doigts, etc.
Donc c'est dur, mais c'est plaisant. Donc déjà, tu es face à un paradoxe de vie qui est extrêmement intéressant. Tu fais un truc qui te fait mal, mais tu kiffes. Donc tu vois qu'en fait, les efforts court-termistes, enfin les efforts que tu fais sur le moment, n'ont pas de résultat court-termiste. La phrase est mieux dite comme ça. Mais si tu ne les fais pas, tu vas être déçu de toi et tu ne vas pas avoir cette gratification à long terme. Donc il y a déjà un truc de travail et de long terme qui ressort quand je parle de ça. Donc le judo, si on rentre dans le détail un petit peu du judo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un sport avec des valeurs ancestrales. Je ne vais pas vous expliquer les règles, il n'y a rien de bien compliqué, même si ce n'est pas du tout télévisuel, donc je comprends que ceux qui regardent aux Jeux Olympiques vous fassiez chier. Ça a été établi par ces valeurs, elles ont été établies par le fondateur Jigoro Kano, maître Jigoro Kano, qu'on salue à chaque salut, et elles sont en fait profondément ancrées dans une philosophie d'épanouissement, de développement personnel, c'est pour ça que je kiffe le développement personnel aussi, et de contribution pour tout le monde en fait. Le but c'est de s'améliorer soi-même pour améliorer le groupe. Et ça c'est vraiment super intéressant. Et ces valeurs en fait elles transcendent le simple aspect sportif pour constituer un véritable guide de conduite dans la vie de tous les jours. Et le but c'est de le transférer dans cette vie de tous les jours et c'est ce qu'on essaiera de faire à la fin du podcast. Je te donne ces 8 valeurs essentielles, je vais essayer de disserter sur certaines. Première, la plus importante pour moi c'est l'amitié. Pour moi l'amitié c'est vraiment le sentiment le plus pur avec l'amour. Mais l'amitié c'est de l'amour au final. Chez l'être humain. Et Jigoro Kano, il insistait sur le fait que le judo, ça se pratique pas seul, parce que tu peux pas t'entraîner tout seul, c'est impossible. L'entraînement, il repose sur une coopération sincère entre les deux partenaires et tous les partenaires du groupe, ce qui favorise au final la progression mutuelle. Tu essayes d'améliorer, de conseiller ton adversaire quand il te fait une technique, alors pas forcément en combat ni en compétition, c'est logique, mais en entraînement, tu dis « Ah là, tu aurais plus dû te mettre comme ça, tu aurais plus dû déséquilibrer là-dessus, ton pied est plus vers l'extérieur, etc. » Et en fait, cette valeur, elle illustre l'importance de construire des relations harmonieuses avec les autres et de contribuer au bien-être collectif. Parce que l'être humain est un animal social, donc on ne peut pas se construire sans les autres. Et pour moi, ça l'exprime bien, en réalité. Deuxième valeur du code moral, c'est l'honneur. Et l'honneur, dans le judo, la définition, elle est assez simple, c'est être fidèle à la parole qu'on donne. On peut disserter dessus ou pas, on peut être pas forcément d'accord avec cette définition-là, mais quand on l'apprend, parce que quand on passe nos ceintures, on doit apprendre le code moral du judo, c'est ce qu'on doit apprendre, l'honneur, être fidèle à la parole qu'on donne. Troisième valeur clé, le respect. La définition de ce que je me souviens, c'est sans respect, aucune confiance ne peut naître, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est un truc comme ça. JP qui écoute ce podcast, et c'est toi qui m'as demandé de faire ce podcast, tu me diras si je dis pas de conneries. Le judo, ça insiste en fait sur la discipline, que ce soit dans le respect des règles, des partenaires ou des profs, des maîtres, des sensei, tu les appelles comme tu veux. Par exemple, le salut, tu arrives, rei, toujours salut, etc. Avant et après chaque combat. À l'inverse de certains sports où tu te serres pas la main avant, tu te serres pas la main après, c'est toujours un peu dédaigneux. Là, il y a un salut, c'est obligatoire, c'est codifié, si tu le fais pas, tu vas niquer ta race ailleurs. Donc, même si tu n'aimes pas ton adversaire, tu es obligé de le faire. Sinon, t'es un sacré schlag. Bref, je crois que j'ai jamais pas salué quelqu'un. Même dans mes périodes où j'étais un petit con, je crois que ça ne m'est jamais arrivé. Bref, tout ça, ce respect, ça symbolise vraiment l'engagement mutuel que tu vas avoir avec tous les membres de ta communauté qui font du judo. Et le but, évidemment, encore une fois, c'est de le retranscrire dans la vie de tous les jours. Quatrième valeur, le courage. Le courage, c'est indispensable pour affronter des défis, que ce soit sur le tatami ou dans la vie. Le courage, c'est, selon le judo, d'avoir la capacité, être capable de se transcender pour faire ce qui est juste à un moment donné. Donc il ne s'agit pas seulement de vaincre un adversaire, mais aussi de dépasser ses propres peurs et d'oser progresser malgré les échecs. Cinquième point, c'est le contrôle de soi. Le judo, ça enseigne la maîtrise des émotions, très important. Qu'il s'agisse de colère, de peur, de joie, d'arrogance, bref, peu importe. La pratique du judo, elle exige vraiment une grande capacité à rester calme et concentré, même dans des situations exigeantes ou imprévisibles. Et ça me fait penser à un truc. Je finis mon café les amis, comme ça je vous embête plus avec. Toujours le café cubain de la dernière fois, incroyable. Cet été, on était sur une grosse période de taf, plus la préparation de l'Ironman 73. Et Jocelyn, qui est un très bon ami à moi, fondateur de Vikings Training, pour ceux qui connaissent, il m'a regardé un moment, il m'a dit « Frérot, plus je te vois, chaque année, je me dis que tu es de plus en plus concentré. » Et en fait, c'est petit à petit, plus je vieillis, plus j'ai l'impression d'être calme. Alors forcément, j'ai des moments où je pète des câbles,
comme un chien, là, vous savez, les chiens, ils ont des quarts d'heure de folie, ils tournent comme ça, comme des oufs. Plus j'ai l'impression d'être calme, entre guillemets, et d'être concentré, sans être avec des œillères comme ça sur un objectif, mais je suis concentré sur plein de choses à la fois et j'essaye de garder cette concentration. Donc, je pense que si je me vois dans 10 ans, là, moi qui ai 30 ans maintenant, je me dirais, frérot, t'étais pas concentré du tout, tu seras... Là, à 40 ans, je suis concentré. Mais en réalité, je suis bien plus concentré que je ne l'étais à l'époque et je pense que c'est quelque chose qu'on expérimente au fur et à mesure de sa vie. Et la concentration, elle doit se transcrire, se transmettre et s'exprimer aussi dans des moments exigeantes, dans des moments exigeants tout court, ou des moments imprévisibles, comme un combat en réalité. Tu dois être concentré pendant tout le combat, même s'il se passe quelque chose qui n'était pas prévu. Et de toute manière, tu ne peux pas tout prévoir dans un combat, sinon c'est que tu fais partie de la série The Boys, quoi. Très bonne série pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a plein de merde à la télé, mais The Boys, c'était vraiment pas mal. Du coup, le contrôle de soi, ce 5e point. 6e point, la modestie, très important. Le judoka, il apprend à reconnaître ses limites et à rester humble. On en parlait dans le podcast avec Ken que j'ai fait et que je vous ai mis la dernière fois en lien. Je vous ai dit d'aller le checker. Il m'a demandé à un moment, est-ce que c'était pas dur de reconnaître sa limite de compétence? Bah non, c'est super important. C'est même très facile en soi. Il faut savoir où est-ce que tu t'arrêtes dans le travail, dans le sport, dans la vie perso. Comme ça, t'en fais pas trop et tu fais les choses qui sont justes pour toi et pour les autres. Donc cette modestie, elle est vraiment importante. Même en cas de victoire, tu dois rester modeste. C'est la base. Et la modestie, c'est perçu comme une force parce qu'en fait, elle encourage un apprentissage continu et le respect des autres. Parce que à partir du moment où tu es plus modeste, tu n'apprends plus. Et ça, pour moi, c'est une vraie clé du développement interne. 7e point, la politesse. La politesse dans le code moral du judo, c'est bien plus en fait qu'une simple formalité ou une marque de courtoisie. C'est pas juste merci, bonjour, au revoir. En fait, ça incarne un respect profond des autres et de la discipline en elle-même. Et ça, c'est très important pour moi. C'est une valeur fondamentale qui structure la pratique du judo et qui reflète en fait l'état d'esprit du judoka qui le fait. Donc sur le tatami, tu as le salut, le rei, au début, à la fin de chaque combat, au début, à la fin de chaque entraînement. C'est symbolique, mais ça permet de montrer ton respect envers tes partenaires, ton prof, le dojo, Jigoro Kano, etc. Il faut avoir aussi une attitude respectueuse, donc la politesse, ça signifie éviter toute arrogance ou comportement agressif, ça c'est très important. Normalement, il n'y a pas d'agressivité gratuite, violente sur le tatami. Prendre soin de son partenaire aussi, c'est une marque de respect et de politesse. Tu veilles à la sécurité des autres, s'il y a quelqu'un qui se fait mal, tu essayes de le protéger, etc. Donc, et c'est pour ça d'ailleurs en judo, des fois tu peux être éliminé alors que tu as mis une énorme boîte à ton adversaire, mais sauf que tu n'as pas contrôlé ton mouvement. Et par exemple, il est tombé sur la tête avec une hyperflexion et tout, bah même si c'est toi qui normalement devrais gagner, si on suit les règles simples, en réalité, tu n'as pas maîtrisé ton mouvement, tu as mis en danger ton adversaire, même si tu l'as dominé, tu l'as mis en danger, et on tsukumake, tu perds. Donc c'est vraiment un sport qui est complexe, mais qui est très intéressant, et on fera les parallèles avec la vie quotidienne à côté. Donc la politesse, comme les autres valeurs du judo, ça exige une véritable maîtrise de soi. Et ça ne se limite pas qu'à des gestes extérieurs, mais ça reflète vraiment un vrai état d'esprit, celui d'un judoka qui agit toujours avec dignité, respect et humilité, quelles que soient les circonstances. Donc dans le judo, la politesse, ce n'est pas une contrainte, mais c'est une clé pour créer un environnement sain et constructif où tu progresses et où tu t'entraînes bien. Donc en réalité, ça permet de transformer chaque interaction sur le tatami ou en dehors en une opportunité de croissance personnelle et collective. Et je peux te dire que si le prof, il apprenait qu'on n'avait pas été poli à l'école, ou pire, qu'on s'était tapé, qu'il y avait une bagarre, mon gars, on arrivait à l'entraînement, on se faisait défoncer, mais salement. Franchement, on se faisait salement défoncer. Et ça t'incitait à pas le refaire. Alors après, il y a toujours le truc de, vous savez, les mythes, un petit peu là-dessus. Ouais, moi je suis ceinture noire de karaté, du coup je suis considéré comme une arme blanche. Ça c'est faux les amis, hein, ça n'a aucun sens. Personne dans les arts martiaux n'est considéré comme une arme blanche, c'est complètement faux. On reparlera après des altercations de rue ou autres, si je digresse pas trop. Mais le mieux c'est de ne pas se battre. Je vous le conseille vivement. On en reparlera, mais le mieux c'est de ne pas se battre. Du coup, il n'y a pas d'histoire de je suis une arme blanche, pas une arme blanche. Ça,
C'est une excuse un peu éclatée. Mettons de côté. On revient au dernier point du code moral du judo, c'est la sincérité. La sincérité dans le code moral du judo, ça implique d'agir avec authenticité et droiture. Et ça, c'est très très important pour moi. Aussi bien sur le tatami qu'en dehors. Donc c'est une valeur fondamentale qui demande une intention claire et honnête lors de l'entraînement ou lors du combat. En fait, le judoka, il doit être sincère dans ses actions, que ce soit en attaquant ou en défendant. C'est pour ça qu'il y a des pénalités de fausses attaques. Si tu n'attaques pas vraiment, bah, tu n'es pas sincère, tu n'es pas honnête. Il y a une problématique. Ça demande d'être honnête envers toi-même. Et être sincère envers toi-même, c'est reconnaître tes faiblesses, accepter tes erreurs, travailler dessus. Et du coup, au final, on est tout le temps dans la même ligne directrice. C'est un engagement à progresser en restant vrai face à ses propres limites. Et ça amène de la loyauté, je ne sais pas si ça se dit, je ne pense pas que ça se dise, mais peu importe. Que ce soit avec les partenaires d'entraînement, il faut qu'il y ait un climat de confiance, on joue avec les mêmes règles. Donc, ces valeurs ancestrales, ce n'est pas de simples concepts abstraits, elles sont vraiment incarnées dans chaque aspect de la pratique du judo, de l'entraînement au combat, peu importe, et ça se transmet dans les interactions sociales. Pour moi, le plus grand apprentissage d'un sport comme le judo, c'est lié à la répétition. Ce que j'ai retenu de cette période très très longue de ma vie, plus de la moitié de ma vie au final, c'est l'art des petits pas. Et ça, c'est encore une fois, hein, c'est un livre que je vous ai conseillé, mais lisez-le. Chaque jour, en fait, tu apprends une nouvelle technique, tu corriges un mouvement, tu deviens un peu meilleur dessus, et tu t'améliores un tout petit peu. Et en fait, c'est en accumulant ces petits pas que tu finis par devenir bon, et après, tu maîtrises un sujet. Et ça prend du temps. Il y a la règle des 1000 ou des 10 000 heures, là, je ne sais plus ce qu'on dit, c'est hyper théorique, mais c'est assez intéressant. Il faut répéter, répéter, répéter pour que quelque chose t'appartienne et que tu te sois approprié le mouvement ou la compétence. Dans la vie de tous les jours, c'est aussi la même chose. Donc, c'est très intéressant là-dessus, mais ça amène aussi à développer, enfin, tous les sports de combat en réalité, la connaissance du lien avec un petit peu la violence, entre guillemets. C'est aussi grâce au judo que j'ai découvert ce que ça faisait de vraiment dominer quelqu'un ou d'être dominé. Soumettre quelqu'un, c'est une sensation qui est indescriptible. Je pense que ceux qui ne l'ont jamais fait, vous ne pouvez pas comprendre. Soit d'avoir mis un KO, soit d'avoir étranglé quelqu'un, soit d'avoir mis une clé de bras et que la personne abandonne. Immobiliser quelqu'un, c'est presque pareil, mais c'est un petit peu différent parce qu'il n'y a pas de risque d'un point de vue santé. Tu immobilises quelqu'un, bon voilà, tu comptes les 10 secondes, 20 secondes, peu importe. La personne ne va pas mourir. Tu mets un KO à quelqu'un, tu l'étrangles, c'est pas exactement la même sauce. Donc c'est vraiment une sensation qui est indescriptible. Je vais pas dire que j'aime ou j'aime pas, c'est même pas la question. Et en fait, quand tu fais ça, tu apprends sur toi, la manière dont tu te comportes quand ça arrive. Est-ce que tu as de la pitié pour la personne à qui tu as fait ça? Est-ce que tu es hyper fier de toi? Est-ce que tu deviens arrogant parce que tu as dominé quelqu'un? Et l'inverse est aussi très intéressant en fait, parce que être soumis, c'est une leçon d'humilité qui est aussi difficilement descriptible. Et c'est pour ça, là on est encore sur la préparation du combat de Le Bouzeux, vous avez sûrement dû voir les premiers épisodes sur YouTube. Quand je parlais avec lui, quand je parlais avec Romain, au tout début, il n'avait jamais fait de sport de combat, lui. J'avais dit, mec, quand tu vas te prendre ta première grosse patate dans la gueule, tu vas voir la réaction que tu as. Et la réaction, elle est imprévisible, ça dépend des gens. Je connais des mecs très solides, franchement des monstres d'un point de vue physique et d'un point de vue détermination dans la vie de tous les jours. La première fois qu'ils ont pris une patate, ils ont pleuré. Mais genre, ça a ramené une émotion qui était inconnue chez eux, de violence, d'agression sur la tête, qui est une zone où normalement on n'a pas d'agression. On peut se mettre des petits coups, voilà, un petit coup de pied, petite patate dans les épaules, petit coco ici, bam, vous connaissez. Mais une patate dans la gueule, c'est très très rare. Je pense que 99% des gens dans ce monde, les Français, on va dire, occidental, ne se sont jamais pris une patate. Donc ils savent pas ce que c'est. Moi j'ai pris des KO, j'ai pris des étranglements, j'ai pris des coups de pied dans la tête, j'ai pris beaucoup. Peut-être qu'aujourd'hui je suis un peu plus con que ce que j'aurais pu être parce que j'ai perdu quelques neurones, mais ça ne fait pas de moi non plus un imbécile. Et ça m'a appris pas mal de choses. Donc vraiment cette sensation d'être soumis, parce que ça arrive à tout le monde, il y a toujours quelqu'un qui va te défoncer, c'est une vraie leçon d'humilité. Ça te rappelle en fait que tu n'es jamais invincible et que tu as encore beaucoup à apprendre. Et c'est pour ça, là, on est encore sur la préparation du combat de Le Bouzeux, vous avez sûrement dû voir les premiers épisodes sur YouTube. Quand je parlais avec lui, quand je parlais avec Romain, au tout début, il n'avait jamais fait de sport de combat, lui. J'avais dit, mec, quand tu vas te prendre ta première grosse patate dans la gueule, tu vas voir la réaction que tu as. Et la réaction, elle est imprévisible, ça dépend des gens. Je connais des mecs très solides, franchement des monstres d'un point de vue physique et d'un point de vue détermination dans la vie de tous les jours. La première fois qu'ils ont pris une patate, ils ont pleuré. Mais genre, ça a ramené une émotion qui était inconnue chez eux, de violence, d'agression
Et d'ailleurs, ma mère, elle a arrêté de venir me voir à l'entraînement à ce moment-là, parce que c'était trop violent, entre guillemets, pour elle. On s'amusait même à tenir le plus longtemps possible en étranglement. Tac, on serrait là, soit celui-là, soit plus celui où on venait ici tirer sur le kimono, et à ne pas taper. Donc souvent, on s'endormait, tête toute blanche, et après, tu te réveilles. Ouah, t'es bien. Ouais, il s'est passé quoi? Ah ouais, je me suis endormi. Incroyable. Donc quand tu vois des petits de 12-13 ans faire ça, tu te dis, chelou un peu comme sport. S'il ferait mieux de mettre des paniers de basket, ce serait plus safe pour leur vie. Mais en réalité, c'est un vrai apprentissage. Bref, ça c'était pour le judo. On va dériver un petit peu sur le MMA. À 16 ans, j'ai arrêté le judo pendant 2 ans. C'était juste après mon bac. Parce que oui, j'ai eu mon bac à 16 ans. Je suis un thug un peu. Je crois que j'ai même. Attendez, j'ai vu à quel âge? Ouais, j'ai eu à 16, je crois. Bref. À 16 ans, je me suis lancé dans le MMA. Alors, à une époque où c'était encore interdit en France, interdit entre guillemets, on disait que c'était du pancrace ou du sambo combat. On appelait ça comme ça pour que ce soit déguisé. Et c'était un univers qui était vraiment différent du judo. Parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui venaient et qui n'avaient jamais fait de sport de combat de manière aussi assidue que nous, les judokas. Parce qu'en réalité, le judo, tu fais pas 1 an et t'es chaud. C'est pas possible. Ça demande vraiment beaucoup, beaucoup d'entraînement. Et quand t'es adulte, c'est très dur mentalement de se mettre à un sport comme le judo ou comme n'importe quel sport de combat. Parce qu'en vrai, si tu t'entraînes avec des adultes, bah soit ils sont déjà gradés et tu te fais laver, soit ils sont débutants, comme toi, mais ils n'ont pas forcément l'ambition de faire de la compétition, etc. Donc t'es vraiment le cul entre deux chaises et c'est pas forcément simple de progresser dans des sports qui se veulent dépendants de l'adversaire et des gens que tu as en face de toi. Incroyable ce bruit de gourde canyon. No sponsoring French. Okay, it's a gift for me. Donc en vrai, c'était un univers qui était différent, c'était brut, parfois c'était violent au mauvais sens du terme d'ailleurs, pour le coup là, je vais y revenir après. Mais c'était aussi très enrichissant. Pour rien te cacher, en fait, la moitié des gars qui venaient, ils avaient jamais fait de sport de combat, à part un peu de taille pour faire les kékés, comme ça avec les shorts qui brillent, là vous connaissez. Mais en vrai, ils venaient pour se foutre sur la gueule dans un environnement contrôlé en toute légalité. Du coup, c'était un peu chiant en termes de progression et de processus d'entraînement. Mais en vrai, moi j'ai kiffé. Je me suis pris pas mal de KO en high kick. Paf, de dos. Parce que je les voyais pas venir. Vraiment, genre, moi le pied-point, je suis une énorme merguez. Et je me suis vite rendu compte qu'en fait, j'étais beaucoup plus à l'aise en corps à corps, en grappling, comme disent les Amerlocs, qu'en pied-point. Mais que j'aimais bien taper quand même. En vrai, ça me plaît. Je sais pas, il y a un truc qui me plaît. Par contre, j'ai pas développé la réactivité des boxeurs parce que j'en ai fait très peu en réalité. Mais c'est quelque chose que j'aimerais expérimenter. Je ferme la parenthèse là-dessus. C'était un peu le cirque en vrai. Je pense qu'aujourd'hui c'est beaucoup mieux cadré. J'en ai pas refait depuis, donc ça fait quand même très longtemps, ça fait 14 ans. Évidemment, depuis que c'est devenu légal en France, et d'ailleurs c'est la mode en ce moment, tout le monde veut faire du MMA parce qu'ils ont tous vu BSD, ils se sont dit waouh, trop stylé, BSD, vas-y, on va faire du MMA. C'est devenu la hype de ouf, tout le monde regarde l'UFC alors que personne n'a jamais expérimenté le truc. Bref, c'est le nouveau foot parce que les gens, dans une société qui est pas violente sur le papier mais qui en réalité est très violente, où il n'y a plus de combat, plus de règlement des choses de manière physique, et tant mieux, on n'est plus au Moyen-Âge, bah, les gens ont besoin de voir du sang. Et du coup, l'UFC et le MMA, que ce soit Ares, que ce soit le KSW, peu importe, ouais, les gens ils deviennent fous avec ça. La dernière fois, on était à Paris pour le KSW. Franchement, c'était un sketch. Dans le public, c'était un sketch. C'était un sketch. Il y avait des mecs qui n'ont jamais fait, que des mecs. J'exagère. Encore une fois, je fais des généralités. Mais il y avait beaucoup de personnes qui n'avaient pas du tout le physique de sportif et qui se permettaient de crier des choses horribles. Passons. Après le MMA, j'ai refait un tout petit peu de judo quand je suis arrivé en Bretagne, mais c'était en dilettante et j'avais plus la même motivation qu'avant, puisque le taf était changeant, etc. On lançait le cabinet de kiné, c'était un petit peu compliqué. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais faire un truc un peu plus en dilettante. Je vais faire de la lutte. Donc, j'ai fait de la lutte ancestrale, la lutte qu'il y a aux Jeux Olympiques, quoi. Avec un esprit un peu plus détendu. En fait, j'avais plus cette pression de performer ou de prouver quoi que ce soit.
Mais pourtant, j'ai vraiment kiffé et j'ai appris une leçon essentielle, c'est qu'en fait, les mecs de l'Est, ils sont vraiment trop forts. Blague à part, ça remet toujours l'humilité en pleine gueule, ce genre de sport. Et je pense que c'est ça que j'aime le plus. Tu vois, tu te fais laver par des mecs et putain, tu rentres chez toi, tu te dis, ouais, putain, j'ai encore du taf, quoi. Il y a du taf. Donc la lutte, c'est un sport d'endurance mentale autant que physique, en vrai de vrai. Et tu répètes les mêmes gestes encore et encore jusqu'à ce que ça devienne automatique. Tu trappes les genoux au sol, là, essayer de faire des sprawls, machin, d'avancer en mode fente, là. C'est vraiment pénible. Et c'est là que j'ai vraiment compris l'importance de la répétition, de la maîtrise, même si je l'avais bien compris avec le judo. Que ce soit dans le sport, dans tous les sports d'ailleurs, au travail ou dans n'importe quel domaine de la vie. Donc pour moi, en fait, les valeurs des sports de combat, elles se transmettent très bien dans le socle de la vie en général. Et c'est surtout sur ça que je voulais disserter aujourd'hui, donc j'ai écrit pas mal de choses. Tout d'abord, le travail et la discipline. Dans tous les sports, le travail, il est central. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de méthode miracle. Ce que tu donnes à l'entraînement, tu le retrouves sur le tapis. Et parfois même, tu ne le retrouves pas, tu bosses comme un schlag, mais tu n'as pas de résultat. C'est ingrat, mais c'est la vie. La discipline, là-dedans, c'est ce qui te pousse à continuer. Même quand tu es fatigué, même quand tu es découragé, même quand tu es blessé, tu essayes d'adapter les choses. Deuxième chose, humilité et respect, j'en ai pas mal parlé tout à l'heure, mais c'est vraiment important pour moi. Perdre contre un adversaire qui est moins expérimenté, ça pique la gueule. Vraiment, ça fait mal, mais ça arrive à tout le monde. Et ça t'apprend à respecter tout le monde, quel que soit son niveau. Dans les sports de combat, tu apprends autant des anciens que des débutants. Et chaque partenaire a quelque chose à t'apporter. Bon, j'exagère, on apprend plus quand même des anciens que des débutants, mais tu vois un petit peu l'idée. Troisième point, central aussi, le contrôle des émotions. Quand tu es sur le tapis ou dans la cage, j'ai jamais fait de combat dans une cage, mais j'ose imaginer le truc, il faut garder ton sang-froid. Si tu fais une erreur de jugement, une montée d'adrénaline, pardon, j'ai du mal à parler ce soir, incontrôlée, ou une émotion qui te dépasse, t'es mort, tu perds. Il y a l'interview d'ailleurs de GSP par ce blaireau de Guillaume Play. Je déteste vraiment la personne en soi, je pense que c'est pas vraiment une bonne personne. Et sa qualité d'intervieweur est infernale. Mais bon, ils ont un gros média, donc forcément, ils ont des gens très intéressants qui sont invités. Donc je vous conseille d'aller écouter celle avec GSP. Il parle de ça d'ailleurs, et c'est super intéressant sur ce sujet-là, vraiment intéressant, la maîtrise des émotions et les erreurs que ça peut engendrer dans la cage. Ce contrôle des émotions, c'est un atout énorme dans la vie de tous les jours, que ce soit face à un conflit ou dans une situation stressante, c'est vraiment super important. Quatrième point, l'injustice comme moteur. Pour moi, ça c'est vraiment la clé, c'est le truc qui me porte le plus. Dans le sport comme dans la vie, il y a des injustices, c'est comme ça. Il peut y avoir une mauvaise décision par un arbitre, il peut y avoir un point qui est mal attribué, ils se sont trompés, etc. La vie, c'est injuste. Par définition, la vie est injuste. Il n'y a pas de justice innée qui tombe comme ça. Et quand ça se passe, soit il faut affronter l'injustice et la régler, mais des fois c'est pas possible, excusez-moi, soit tu apprends à en faire un moteur et à te battre encore plus dur, encore plus fort pour prouver que c'était une erreur, que c'était injuste, et que ta valeur ou la valeur de ce que tu veux créer est bien plus importante que cette injustice. Donc, des fois c'est comme ça, c'est injuste, et tu n'as pas les clés en main pour changer cette injustice. Du coup, qu'est-ce que tu fais ? Tu deviens rootless, comme disent les Américains. Je fais trop l'anglais ici, là. Faut que j'arrête. Trop relou, trop relou. Tapez sur YouTube, là. Écoutez le podcast jusqu'à la fin, et après tapez sur YouTube Zola, trop relou. Vous allez capter de quoi je parle. Donc, pour moi, l'injustice, il faut la combattre a posteriori. Voilà, tout simplement. Et dernier point, le paradoxe de la violence. Alors oui, les sports de combat peuvent être violents, évidemment, mais en fait, cette violence, elle est codifiée. Elle est encadrée et elle est bien moins brutale que ce qu'on peut rencontrer dans la vie quotidienne actuellement, là, en 2024, où en fait, les règles, elles sont souvent inexistantes. Alors que dans les sports de combat, il y a des règles et tu les respectes. Et cette maîtrise de la violence, c'est une véritable leçon de contrôle et de respect. Donc, en parlant de violence, s'il y a des jeunes qui m'écoutent, je ne vais pas faire l'ancien à donner des leçons de vie, etc., ou même des moins jeunes. Quand il y a un conflit dans la vraie vie, une altercation par exemple dans le métro ou un truc comme ça, quelqu'un qui vous manque de respect, essayez toujours de le résoudre sans violence, pour de vrai. On n'est pas dans Call of Duty, qu'on soit clair,
Vous n'êtes pas Georges Saint-Pierre, ni Benoît Saint-Denis, ni Khabib, peu importe. Ça m'étonnerait que vous soyez ce type de personne si vous m'écoutez, sinon vous seriez déjà champion de l'UFC. Enfin, BSD n'est pas champion de l'UFC, mais vous avez capté. Il ne faut pas se sentir plus fort que ce qu'on est, et bien souvent, enfin pas bien souvent, mais il peut y avoir des loups, des choses cachées via ces altercations. Et je sais de quoi je parle. Donc, essayez de contrôler vos émotions, évaluer l'environnement. Est-ce que ça nécessite de la violence? Oui, non. Dans 99,9% des cas, non. Après, c'est juste une évaluation via votre système de valeurs. Moi, à chaque fois que je peux éviter un conflit, je l'évite parce que soit ça va mal se passer pour la personne, soit ça va mal se passer pour moi. Je ne sais pas si on est à 50-50 parce que je me considère quand même un peu plus efficace que la majorité des humains de 2024 en ce qui concerne le rapport de force physique. Je ne parle pas de muscu, je parle de capacité à mettre quelqu'un hors d'état de nuire. Mais bon, bref, disons que c'est 50-50. Quoi qu'il arrive, la fin, elle va être ni bien pour vous, ni bien pour l'autre. Parce que croyez-moi, si vous mettez un énorme chaos à quelqu'un, immédiatement, et encore une fois, je sais de quoi je parle, je ne vais pas déblatérer des heures là-dessus, parce que je ne vais pas faire le mec non plus, ceux qui me connaissent savent. Quand vous mettez quelqu'un KO vraiment salement, immédiatement vous avez très très peur en fait, parce que vous vous dites putain, ça se trouve, il va mourir quoi. Et si vous tuez quelqu'un, on est en France les amis, ou peut-être en Suisse ou en Belgique pour mes amis frontaliers, bah vous n'êtes pas du tout serein, parce qu'en fait ça peut ruiner votre vie, tout simplement. Donc, sincèrement, je vous conseille d'éviter la confrontation, sauf quand elle est inévitable, et parfois il faut y aller. Il faut y aller, c'est comme ça. Je vous souhaite d'être capable d'évaluer l'environnement, de prendre les bonnes décisions au bon moment pour éviter cette confrontation. Mais sincèrement, même si au fond de moi, je suis totalement transparent avec vous sur Zone 51, quand on est dans des... Quand je suis, personnellement, je ne vais pas faire une généralité parce que je ne sais pas comment vous vous comportez, mais quand il y a une altercation et que ça en vient aux mains, que ça devient quelque chose de physique, moi, sur le moment, j'aime ça. J'aime ça parce que tu peux faire quelque... C'est en moi, je vous ai dit au début, j'aime la confrontation physique. Mais en fait, sur le moment, tu réfléchis plus à tout ce qu'il y a autour, à tout ce qu'il y a après, à tout ce qu'il y a avant, ta famille, ce qui peut se passer si t'arrive une dinguerie, je sais pas, tu te prends un coup de couteau, ou alors tu mets KO un mec vraiment salement, il porte plainte, etc., etc. Les conséquences, elles peuvent être infinies. Donc, en réalité, il faut éviter de rentrer dans ce tunnel où il n'y a plus que la survie et l'affrontement qui compte. Les sports de combat m'ont entre autres appris ça, et je touche du bois, et j'espère ne plus jamais avoir à me bagarrer. Je frotte le bois. Bref, on va faire un petit paradoxe avec la vie de tous les jours, un peu plus poussé, entre guillemets. Je pense que dans votre vie, vous avez besoin de mieux, et quand je dis vous, je parle aussi à moi, de mieux gérer vos émotions. On a tous besoin de mieux gérer nos émotions. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Je pense qu'aujourd'hui, il faut essayer de regarder un petit peu sa vie. Voilà, vous prenez une semaine type, et vous notez les émotions que vous avez eues. Alors lundi, j'ai eu telle bonne nouvelle, putain, j'étais trop heureux. J'étais dans un sentiment de joie, c'était incroyable, j'ai trop kiffé. Ou alors, mardi, j'ai fait un footing avec 3 potes, on a parlé, c'était vraiment un pur moment de bonheur. Mercredi, j'étais avec mon fils, on a joué, c'était génial. Notez ces moments de bonheur et essayez de faire en sorte que ces moments de bonheur remplissent quasiment votre planning. Pour ça, il faut avoir une certaine liberté. Et ça se construit évidemment. Ensuite, notez aussi les moments où vous avez été triste, en colère. Et essayez d'analyser pourquoi j'ai été en colère, pourquoi j'ai été triste. J'étais en colère parce qu'il faisait moche. Putain, je me suis levé, il faisait moche. J'avais prévu d'aller faire du vélo aujourd'hui. Ah, casse les couilles. Il fait moche, il pleut, c'est relou, il fait froid. Ok. On parlera de ça dans un futur épisode que je suis en train de vous écrire sur la façon dont on gère les choses qui ne sont pas dépendantes de nous. Ok, vous avez été en colère pour ça. Est-ce que ça nécessite de la colère? Objectivement, si on dézoome la situation, non.
Est-ce que vous avez un impact sur ça, sur le fait qu'il fasse moche? Absolument pas, vous ne pouvez pas le changer, sauf si vous déménagez. Mais ce n'est pas forcément à l'ordre du jour. Du coup, peut-être que cette émotion, il va falloir apprendre à la contrôler. Apprendre à dézoomer, à se dire, ok, moi j'étais en colère parce qu'il faisait moche. Ah, pourquoi ça me met en colère? Parce que ça me frustre, ça m'empêche de faire le sport que je voulais faire aujourd'hui. Du coup, je vais devoir changer mon planning, etc. Ok, déjà là, on voit les choses différemment. On se dit, ah, comment je peux réagir face à ce genre de problématique qui n'en est pas une en réalité. Là, j'ai été triste. Pourquoi j'ai été triste, etc., etc. Vous voyez un petit peu l'idée. Donc, je pense que vraiment, il faut être capable de se voir à la troisième personne, comme si vous voyez au fond de la pièce là, et de contrôler vos émotions dans vos interactions avec vous-même et avec les autres. Pour moi, c'est le plus important. Et après, on revient à cette notion de travail qui est évidemment le fil conducteur, mais le travail quand même, la discipline, c'est super important parce que ça va vous permettre d'automatiser des choses qui vont devenir simples. Tous les matins, je prends ma putain de douche froide. C'est comme ça. C'est comme ça et c'est tout. C'est désagréable sur le coup, mais je sais que ça va me rajouter 1% peut-être de sensation de mieux-être et de productivité dans la journée. C'est hyper théorique, c'est hyper subjectif aussi. Mais si je ne le fais pas, ma journée elle va pas être pourrie. Ça ne va pas changer drastiquement ma journée, mais je vais avoir ce petit pourcent de moins. Et je veux pas ce petit pourcent de moins. Je préfère 3 minutes de souffrance très courte, soit 3 minutes, pour un résultat cumulé sur le long terme de plus 1% chaque jour, qui va largement en faveur de ce bénéfice-là. Donc en réalité, je pense que c'est important de garder cette notion de régularité, de répétition, de travail, de discipline, et l'art des petits pas, sans se comparer aux autres, mais en cherchant à devenir une meilleure version de soi-même. Donc ça, c'était plus pour la version vie de tous les jours, et je vais creuser un tout petit peu plus sur le fait d'entreprendre des choses, de lancer des nouvelles choses qui nous sortent un petit peu de notre routine. L'entrepreneuriat, on va appeler ça comme ça, tout comme les sports de combat, en fait, c'est un chemin qui est semé d'embûches. Les défis sont nombreux, les erreurs sont fréquentes, évidemment, et tous les gens que j'accompagne, je les aide à ne pas faire les erreurs que j'ai fait moi, à l'époque. Mais les récompenses, au final, elles peuvent être vraiment immenses, de fou. Ça peut être un truc de fou. Donc les valeurs des sports de combat, elles trouvent un écho puissant dans la vie des entrepreneurs, qu'ils soient kinés, coach, sportifs, peu importe, on s'en fout. Quand tu crées et que tu développes une activité, c'est comme quand tu te prépares à un combat. Il faut répéter des actions essentielles jusqu'à ce qu'elles deviennent instinctives et efficaces. Ça peut être poster des trucs sur Instagram, ça peut être démarcher des clients, ça peut être mieux gérer ton planning pour essayer d'optimiser ton temps, être moins fatigué, etc. Et la discipline, c'est vraiment la clé pour maintenir un rythme, surtout dans les moments où la motivation est fait défaut. Et la motivation, on en a parlé dans un précédent épisode, c'est de la merde. Du moins, c'est pas du tout le vecteur de réussite numéro 1. Un entrepreneur comme un athlète, il sait que la constance, elle surpasse l'enthousiasme éphémère et ça, x10. Ensuite, si je reviens sur l'art des petits pas, c'est exactement la même chose. Le but, c'est de construire sur le long terme quand on crée un projet. On ne devient pas champion en un jour, ça ne se fait pas. Chaque action, elle mène à une réussite qui est tardive. Et ça permet de bâtir un succès qui est durable. Donc, pour moi, il faut se concentrer sur une amélioration à la fois et laisser le temps faire son œuvre quand il y a du travail avec. Ensuite, il faut aussi accepter qu'on échoue, parfois, quand on entreprend. Mais dans les deux cas, c'est pas un... Enfin, qu'on échoue, qu'on réussisse, peu importe. L'important, c'est la conclusion qu'on en tire. Ça, c'est vraiment la base. Vous devez aussi respecter les gens avec qui vous bossez. Ça, je ne vais pas vous apprendre à respecter les gens avec qui vous bossez. Évidemment, gérez vos émotions, on l'a vu. Et tout ça, en fait, ça met en avant le fait que le travail paye, évidemment, mais ça prend du temps. Vous n'allez pas devenir ceinture noire en 2 ans. Ce n'est pas possible. Dans le business, c'est la même chose. Donc, si je devais retenir une seule leçon de toutes mes années sur le tatami, c'est que, ouais, c'est ça, en fait. Je viens de le dire, mais... Non, je viens de pas te dire le bruit de l'eau, mais en fait, le truc, c'est que le travail finit toujours par payer. Pas immédiatement, pas toujours de la manière qu'on attend, mais au final, ça paye. Et c'est là tout l'intérêt. On ne contrôle pas les moments où les fruits de nos efforts arrivent. On peut les évaluer, les planifier, mais on n'est jamais sûr à 100%. Mais en fait, ce qui est sûr, c'est que ça finit par arriver si on taffe. Ça, c'est évident. Dans les sports de combat, on commence par être nul.
Alors des fois, on est très talentueux et ça vient instinctivement, pardon, mais c'est rare. Chaque mouvement est laborieux, chaque chute est douloureuse, mais à force de répéter, encore et encore, eh ben, on progresse. Et un jour, un geste qui semblait impossible, bah, il devient naturel. Ce qui paraissait insurmontable, affronter le mec plus fort qui était dans le cours du dessus, etc., bah, ça devient réalisable et ça peut même devenir une habitude et à chaque fois tu le niques. Dans la vie, ça peut être exactement la même chose. Et cette progression, on la doit que au travail acharné et à la répétition. Ce que tu veux vraiment, tu peux l'avoir, mais il faut être prêt à bosser pour. Alors, il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de solution miracle, évidemment. Ce que tu donnes, la vie te le rend via le travail que tu fournis. C'est la monnaie d'échange pour moi et c'est la clé. Donc, si aujourd'hui tu te sens bloqué, si tu rêves de changer de vie, de devenir une meilleure version de toi-même, je te le dis, c'est possible. Ça ne tient qu'à toi en réalité. C'est pas dépendant de moi, c'est pas dépendant des autres, c'est dépendant de toi. Et peu importe ce que tu me racontes, tu peux me dire ouais, mais moi j'ai tel impératif, nanana. Peu importe, tu peux le faire. En vrai, tu peux le faire. Je te dis pas que tu peux devenir champion de l'UFC. Là, je parle pas de ce genre d'exploit-là, qu'on soit clair. Tu peux pas non plus devenir le nouveau Steve Jobs, paix à son âme. Mais tu peux devenir une version de toi optimisée qui vit une vie en fait plus libre, tout simplement, et qui te fait kiffer. Je parlais tout à l'heure d'analyser les moments où tu as eu du bonheur dans ton planning. En vrai de vrai, tu peux faire en sorte que ta vie, ce soit quasi que ça. Je pense qu'il faut quand même se garder des contraintes et des moments un petit peu plus durs. Sinon, bah, on est bien embêté pour toujours être dans cette rigueur de travail, etc. Mais je pense que tu peux vraiment changer de vie si tu en as envie. Et même si ça fait peur, parce que oui, changer de vie, c'est flippant. Donc pour moi, il n'y a rien qui est impossible si tu es prêt à bosser, si tu es prêt à te former, si tu es prêt à te donner les moyens, à construire petit à petit. Il y a tout qui devient accessible. Et tu peux regarder autour de toi. Ceux qui réussissent, c'est pas forcément les plus intelligents ou les plus doués. J'en suis l'exemple. Alors je sais pas si j'ai réussi ma vie. Ça, c'est hyper subjectif. Mais j'ai réussi pas mal de choses que beaucoup de kinés, par exemple, pensaient impossibles. Beaucoup même. C'est juste que j'ai travaillé plus dur que les autres. Et ça, je ne vais pas me jeter des fleurs, c'est la réalité. Qui n'a pas pris de vacances pendant 4 ans? Qui n'a pas pris de week-end pendant 4 ans? Pas eux. Simon et moi, oui. Donc, si tu travailles plus dur, plus intelligemment, et en prenant les bons raccourcis, parce qu'il y a des petits raccourcis à prendre, tu peux y arriver. Et forcément, ça m'amène, je suis désolé, hein, vous pouvez me dire que je rabâche avec ça, mais ça m'amène à la TT School. Si vous êtes kiné et que vous êtes là, si vous n'avez pas suivi la TT School, il y a un vrai problème. Pour moi, il y a un vrai problème parce que c'est exactement pour vous aider à faire ça qu'on a créé la TT School, pour accompagner les kinés qui veulent aller plus loin, qui en ont marre d'être payés 16,50 € et qui veulent construire une activité qui leur ressemble et qui ont en fait envie chaque matin de se lever pour faire un truc qu'ils kiffent et pour avancer vers leurs objectifs petit à petit parce que la vie n'est qu'un apprentissage et il faut aimer le processus tout autant que le résultat. Donc la TT School, c'est pas juste des formations, c'est vraiment un accompagnement, un cadre pour t'aider à transformer tes idées en actions concrètes en réalité et du coup atteindre tes objectifs. Que tu veuilles apprendre à faire du non conventionné, que tu veuilles apprendre à faire du suivi en ligne, que tu veuilles apprendre à faire des cours de pilates bien rémunérateurs, que tu veuilles être formateur, peu importe en fait, tout ce que tu veux faire avec ton métier de kiné, en réalité, nous on t'aide à le faire, on t'accompagne pour le faire. Donc on est là pour ça et je pense que c'est vraiment ce qu'il te faut si tu veux que ton travail paye et si tu veux investir sur toi-même. Parce que c'est ça, le vrai pari gagnant, c'est de miser sur toi, miser sur ton potentiel et te donner les moyens d'y arriver tout simplement. Donc, pour moi, il n'y a rien qui est impossible pour celui qui ose travailler et persévérer tant que les objectifs sont en corrélation avec les moyens que tu mets pour les atteindre et certaines choses de vie, évidemment. Et si tu es prêt à passer à l'action, si tu veux voir des résultats concrets dans ta vie pro et personnelle aussi, parce qu'au final, pour moi, ça se transfère aussi dans la vie perso, viens voir ce qu'on propose à TT School, tu as juste à cliquer sur le premier lien en description. C'est peut-être le premier pas vers le changement de vie que tu attendais. Donc j'espère que tu es motivé, que tu es prêt à te battre pour ça. Si jamais tu n'es pas kiné, je pense que cet épisode il a été quand même full valeur. Mais j'aimerais vraiment conclure sur le fait que lorsqu'on travaille, on fait face à des difficultés. C'est normal. Si jamais on peut apprendre des plus anciens pour qu'ils nous fassent éviter de perdre du temps sur ces difficultés. Si jamais on peut apprendre aux plus jeunes à ne pas faire ces erreurs. Si jamais on peut apprendre à gérer nos émotions pour mieux vivre, tout simplement. Si jamais on peut apprendre aussi à kiffer le processus et pas que le résultat, je pense qu'en fait la vie, ça devient un peu comme un jeu. Alors,
sans que ce soit non plus un jeu vidéo. Je disais, on n'est pas dans Call of Duty tout à l'heure et c'est une réalité. Mais en fait, vous vous levez chaque matin, il y a une nouvelle partie qui commence et vous avez appris de la veille, vous allez être meilleur dans cette partie-là et vous allez pouvoir avancer et développer de nouvelles choses qui sont hyper gratifiantes pour vous et en fait, vous kiffez votre vie tout simplement. Donc, je vous invite vraiment aujourd'hui, qui que vous soyez, si vous m'écoutez encore au bout de 50 minutes de podcast, c'est que vous avez kiffé l'épisode. Déjà, premièrement, je vous invite à me mettre un petit commentaire. Qu'est-ce qu'on va mettre? La dernière fois, on a mis Al Capote. Qu'est-ce qu'on va mettre là? On va mettre Zoro. Z-O-R-O, pas le double R, hein, avec l'épée. Ça, c'est... Ouais, j'allais dire que c'est nul, c'est pas nul, mais on met le Zoro de One Piece. Commentez Zoro dans les commentaires sur YouTube. À vous abonner, évidemment, à la chaîne Zone 51, à la chaîne Training Therapy aussi, et potentiellement au Training Therapy Podcast, parce qu'on a 3 gros médias. Mais je vous invite vraiment, vraiment à faire le point sur vos objectifs de vie. Est-ce que vous êtes heureux? Oui, non. Si vous n'êtes pas heureux, comment vous pourriez faire pour être plus heureux? Qu'est-ce qui vous rendrait plus heureux? Et essayez de travailler vers cet objectif. Et je vous garantis que pour l'avoir fait, aujourd'hui, je repasserai à rien à ma vie d'avant. Pour rien au monde. Pour rien au monde, je repartirai sur la vie d'avant. Même si le chemin il avait été encore plus dur que ça ne l'a été, je le referai. Sans aucun problème. J'espère que ce sera votre cas. Les amis, prenez soin de vous. Essayez de méditer sur tout ce que je viens de dire. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Vous avez le droit de penser que je dis des conneries. Vous avez le droit de penser que je fais le mec. Peu importe. J'espère que je vous ai quand même donné de la valeur. Si vous êtes encore là, c'est le cas. Pensez à investir sur vous-même. Pensez à faire le point avec vous-même et essayez d'être plus heureux. Je serais hyper touché, hyper reconnaissant si jamais j'ai pu aider l'un de vous juste avec ce genre de contenu gratuit. Ça me fait plaisir. Et ceux qui veulent aller plus loin, si vous êtes kiné, franchement, la TT School pour moi, c'est un indispensable. Bref, les amis, prenez soin de vous. Prenez soin de votre entourage. Entraînez-vous pour vous, pas pour les autres. Nous, on se dit potentiellement la semaine prochaine, potentiellement dans un mois. Je ne sais pas trop. Si vous avez des idées de sujets, dites-moi dans les commentaires et j'essaierai de vous taper ça. A plus les copains.